Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le vendredi 27 novembre. Et oui, c'est quasiment la fin du mois, l'heure de faire le bilan, après avoir tout de même réouvert une petite parenthèse géopolitique, puisqu'on ne sait pas si c'est pour vidéo gag ou pour la caméra cachée, mais hier, le président de la Turquie, M. Erdogan, a déclaré si nous avions su que le Sukhoi 24 était un avion russe, nous n'aurions pas tiré dessus, ou nous aurions agi autrement. On ne sait pas trop comment il faut le prendre. Est-ce que c'était pour faire rire dans son entourage? En tout cas, ça n'a pas fait beaucoup rire Monsieur Poutine, qui a demandé aux touristes russes de revenir pronto sur les terres de la mère patrie et de ne plus se rendre en Turquie. Ça risque de faire un petit trou dans l'occupation des hôtels, puisque les Russes sont quand même 3,3 millions à se rendre chaque année en Russie, juste derrière les Allemands qui eux sont un peu plus de 4 millions. Des Allemands qui feraient peut-être bien également de se souvenir que les frontières de la Turquie sont violées tous les jours par les camions-citernes envoyés par Daesh et Al-Nosra. Donc nous sommes le vendredi 27, le mois de novembre s'achève, il est de nouveau absolument glorieux pour les actions, bien qu'on ne voit pas très bien dans l'actualité ce qui va mieux sur le front géopolitique et encore moins sur le front économique. Tiens, les dernières nouvelles du Japon sont assez éclairantes. La consommation a plongé de moins 2,4% au mois d'octobre. Les prix se sont, eux, repliés de 0,1, ce qui finalement est presque une bonne nouvelle, compte tenu de l'effet pétrole et matières premières. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que les prix auraient été même en très légère hausse. Mais la consommation, elle, qui s'effondre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les entreprises japonaises qui gagnent plus d'argent avec un yen faible, avec, c'est vrai, un petit sursaut des carnets de commandes le mois dernier, eh bien ces entreprises continuent de ne pas distribuer de salaire ou de bonus aux salariés. Non, l'argent gagné est distribué exclusivement aux actionnaires. Alors il y en a un qui se frotte les mains parmi tous ces actionnaires, évidemment, c'est l'État japonais, puisque au travers de la Banque centrale, c'est aujourd'hui le premier acheteur d'actions. De toute façon, l'État au Japon est le premier acheteur de tout, alors 100% des obligations émises, et maintenant, effectivement, pratiquement le cinquième, voire le quart du volume quotidien échangé à Tokyo. Donc, si l'actionnaire est mieux rémunéré, eh bien cet actionnaire, majoritairement, maintenant, c'est l'État. Oui, mais ça ne soutient évidemment pas la consommation du simple particulier, et surtout des retraités, puisque chaque mois ils sont plus nombreux à quitter le monde du travail, et donc à connaître cette espèce de trou d'air, de pouvoir d'achat, lorsqu'ils passent d'un salaire à une pension de retraite. Alors, le nombre de retraités explique aussi pourquoi il n'y a pas de chômage au Japon. Je ne vous apprends rien naturellement. Il y a plus de départs en retraite aujourd'hui qu'il n'y a de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Donc, par solde, on arrive à un taux de chômage extrêmement faible. Mais il faut quand même rappeler qu'au Japon, ça fonctionne un petit peu comme en Allemagne, avec beaucoup de mini-jobs qui permettent à des gens, effectivement, peu qualifiés d'avoir un travail, mais qui ne rapportent pas des 1000 et des 100. Donc, le modèle japonais ne génère pas plus de pouvoir d'achat, et les entreprises n'en distribuent pas, donc le système est complètement bloqué. C'est à peu près la même chose d'ailleurs aux États-Unis et en Europe. Et ce matin, j'entendais sur BFM, monsieur Jean-Pierre Petit déclarer qu'il n'y a que la France où le chômage continue de progresser, quand partout ailleurs, il tente à se contracter. Non, faux, monsieur Petit, non. La situation se dégrade également en Espagne, et oui, depuis l'été, les choses ont bien changé. Ça se dégrade également en Finlande, le chômage continue de progresser. Ça se dégrade au Portugal, et en Italie, on est au bord de la stagnation. Donc non, la France, hélas, n'est pas le seul pays où le chômage se dégrade, mais c'est vrai qu'il se dégrade plus vite qu'ailleurs. Ça, effectivement, c'est inquiétant.
Les entreprises, outre le fait qu'elles n'embauchent pas et qu'elles débauchent, n'investissent pas non plus. Ça aussi, c'est un petit peu inquiétant pour l'avenir. En ce qui concerne les licenciements, eh bien, ce sont toujours les personnes de la cinquantaine et plus qui sont les premiers frappés par une espèce de vague de jeunisme. En effet, les anciens coûtent trop cher, ne se forment pas assez vite. Ça, c'est toujours évidemment la même antienne. Donc les entreprises écrèment les effectifs en commençant par ceux qui sont les plus âgés. Alors on peut toujours retarder évidemment l'âge de la retraite. Si à partir de 55 ans on n'a pas de boulot, eh bien qu'on arrête à 63, à 64, à 65 ou 68, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on aura chômé une année, 2 années ou 3 années de plus. Vous constatez donc que les sommes colossales injectées dans les économies par les banques centrales ne débouchent donc sur aucune reprise digne de ce nom. Mais voilà, les marchés, eux, continuent de planer, d'être maintenus littéralement en lévitation. C'est quand même extraordinaire cette semaine de voir le CAC 40 gagner 1,25% avec les chiffres que l'on a, avec le contexte géopolitique que l'on a. Ça tient du prodige, mais voilà, tout tient au verbe magique des banques centrales. On peut finalement se passer de 7 milliards d'individus vivant sur cette planète. Les marchés n'en ont absolument pas besoin pour monter, ils ont juste besoin qu'on leur promette toujours plus d'argent et il semblerait que pour jeudi prochain, on s'attende à ce que la Banque Centrale Européenne dégaine absolument tout l'arsenal, augmentation du QE, taux négatif, rachat d'obligations pourries, obligations émises par les municipalités ou par les régions. Bref, tout ce qui devrait théoriquement faire bondir la Bundesbank, mais Jens Weinmann semble littéralement KO dans les cordes. Il n'y a donc plus aucun contre-pouvoir à Mario Draghi, dont le seul rôle consiste à faire monter toujours plus haut les marchés en se foutant quand même pas mal du sort des vrais gens qui produisent la vraie richesse.